Jeudi 28 juillet. Butch Degan s'éveilla dans son lit à Derry à 3h05 du matin. Il repoussa ses couvertures et posa les pieds par terre, écarquillant des yeux ensommeillés dans un visage bouffi. Les vêtements qu'il portait la veille pour son voyage à Haven avec Eve Hillman étaient posés sur la chaise de son petit bureau. Un stylo sortait de la poche de poitrine de la chemise, et il voulait ce stylo. Cette pensée paraissait la seule que son cerveau fût prêt à admettre clairement. Il se leva, s'approcha de la chaise, prit le stylo, jeta la chemise à terre, s'assit, et resta ainsi plusieurs minutes à regarder l'obscurité, attendant sa prochaine pensée. Butch était entré dans le hangar de Bobby, mais bien peu de lui en était ressorti. Il semblait rétréci, amenuisé. Il n'avait aucun souvenir clair. Il n'aurait même pas pu dire son deuxième prénom, et il ne se souvenait pas du tout d'avoir été conduit jusqu'à la limite de Haven et de Troyes dans la Cherokee que Hillman avait louée, ni d'avoir repris le volant après qu'Adlem McKean fut descendu pour rejoindre Kyle Archambault dans sa Cadillac. Il ne se souvenait pas non plus de son retour à Derry, et pourtant tout cela était arrivé. Il avait garé la Cherokee devant l'immeuble du vieil homme, l'avait verrouillée, puis il était monté dans sa propre voiture. 2 blocs plus loin, il s'était arrêté, le temps de jeter les clés de la Jeep dans une bouche d'égout. Il s'était mis au lit tout de suite et avait dormi jusqu'à ce que sonne le réveil planté dans sa tête. Un nouveau déclic se fit dans sa cervelle. Butch scia 1 ou 2 fois, ouvrit un tiroir et en sortit un bloc de papier, et il écrivit. Mardi, j'ai dit à tout le monde que je ne pouvais aller à ses funérailles parce que j'étais malade, et c'était vrai. Mais ce n'était pas mon estomac qui me faisait souffrir. Je voulais lui demander de m'épouser, mais je remettais toujours ma déclaration, de peur qu'elle ne me repousse. Si je n'avais pas eu peur, elle serait peut-être encore en vie. Mais elle est morte, et rien de mon avenir ne semble plus valoir la peine. Désolé pour les problèmes que je vais causer. Il se relut, puis signa de son nom au bas de la page. Anthony F. Dugan. Il repoussa le bloc et le stylo sur le bureau et reprit sa posture, bien droit sur sa chaise, le regard tourné vers la fenêtre. Un autre déclic arriva enfin, le dernier. Il se leva, gagna son placard, fit jouer la serrure à combinaison du coffre qui se trouvait au fond et en sortit son 357 Magnum. Il suspendit la sangle à son épaule et retourna s'asseoir à son bureau. Il fronça les sourcils un moment pour mieux réfléchir, puis se leva, éteignit la lumière dans le placard, enferma la porte, revint au bureau, se rassit, sortit le 357 de son étui, appuya fermement le canon sur sa paupière gauche et appuya sur la détente. La chaise se renversa et heurta le sol avec un claquement mat bien peu spectaculaire, comme l'ouverture d'une trappe de potence. À la une du Daily News de Bangor, vendredi 29 juillet. Un policier de Derry s'est apparemment suicidé. Il enquêtait sur la disparition de ses 2 collègues par John Leandro. Il semblerait que le sous-officier de la police d'État, Anthony Dugan, dit Butch, cantonné à Derry, se soit tué d'une balle tirée avec son revolver de service tôt jeudi matin. Sa mort a durement éprouvé ses collègues, encore sous le choc de la mystérieuse disparition de 2 autres policiers la semaine dernière. Samedi 30 juillet. Gardiner est assis sur une souche dans les bois, torse nu, en train de manger un sandwich au thon et aux œufs durs et de boire un café glacé agrémenté de brandy. En face de lui, sur une autre souche, est assis John Enders, le principal du collège. Enders n'est pas fait pour le travail physique, et bien qu'il ne soit que midi, il a l'air brûlant, épuisé, presque vidé. Pas mal, dit Gardiner en hochant la tête. C'est mieux que Trémin, en tout cas. Si ce gosse essayait de faire bouillir de l'eau, il se débrouillerait pour qu'elle déborde et crame comme du lait. Merci, dit Anders, avec un faible sourire. Gardiner regarda derrière lui la grande forme circulaire jaillissant du sol. Le fossé ne cessait de s'élargir, et il leur avait fallu des quantités de plus en plus grandes de ce filet argenté qui empêchait les côtés de s'effondrer. Garde ne savait absolument pas comment il le fabriquait. Il en avait trouvé de grosses réserves dans la cave, mais quand elles s'étaient épuisées, 2 femmes étaient arrivées du village dans un van avec un chargement soigneusement plié, comme des rideaux fraîchement repassés. Il leur en avait fallu beaucoup, parce qu'ils retiraient de plus en plus de déblais du flanc de la colline, et que la chose continuait de s'enfoncer. Maintenant, toute la maison de Bobby aurait tenu dans son ombre. Il regarda de nouveau Anders. Anders fixait le vaisseau avec une expression d'adoration respectueuse, presque religieuse, tel un pecno de druide sortant pour la première fois de son bled pour voir Stonehenge. Gardiner se leva en titubant un peu. « Bon, allez, dit-il, on va déclencher quelques petites explosions.
Bobby et lui avaient atteint un point, quelques semaines plus tôt, où le vaisseau était incrusté dans la roche, comme un morceau d'acier dans le béton. La roche n'avait pas endommagé le vaisseau, elle n'avait même pas infligé la moindre rayure à sa coque gris-perle, sans parler de l'ébrécher ou de la cabosser. Mais le vaisseau était complètement coincé, il fallait faire sauter la roche. Dans d'autres circonstances, c'eût été un travail réservé à une équipe d'ingénieurs spécialisés dans l'utilisation de la dynamite, de beaucoup de dynamite. Mais maintenant, il y avait à Haven des explosifs qui reléguaient la dynamite au magasin des antiquités. Gardner ne savait pas encore très bien ce qu'avait été l'explosion de dimanche au village, et il n'était pas sûr de vouloir le savoir. C'était une question délicate, en tout cas, parce que personne n'en parlait. Quoi qu'il en fût, un énorme édifice de briques avait indubitablement décollé comme une fusée, et on avait forcément utilisé, pour obtenir ce brillant résultat, de nouveaux explosifs améliorés. À une époque, il s'en souvenait, il avait perdu quelque temps à se demander si la super nourriture pour les méninges que l'engin de Bobby diffusait dans l'air pouvait produire des armes. Cette phase d'incroyable naïveté lui semblait infiniment lointaine. « Tu y arriveras, Johnny » demanda-t-il au principal du collège, tout en remettant sa chemise. Anders se releva à son tour en grimaçant, les mains sur les reins. Il semblait désespérément fatigué, mais il parvint néanmoins à sourire. La vue du vaisseau semblait le ragaillardir. Du sang commençait pourtant à sourdre au coin de ses yeux une unique larme rouge. Une vénule avait dû éclater. C'est parce qu'il est tellement près de la soucoupe, se dit Gardner. Lors du premier des 2 jours que Bobby Trémin avait passé à l'aider, presque à l'instant de leur arrivée, il avait craché ses quelques dernières dents comme une mitraillette ses balles. Gardner songea à dire à Anders qu'il fuyait de l'œil droit, mais il décida de le laisser le découvrir par lui-même. Anders n'en ferait pas une histoire, probablement pas. Dans le cas contraire, Gardner avait l'impression que lui, il s'en moquait un peu, et c'est cette découverte qui le choqua plus que tout. Pourquoi t'en faire? Est-ce que tu essayes toujours de te persuader que ces mecs sont encore humains? Dans ce cas, tu ferais mieux de revenir sur Terre, mon vieux garde. Il entreprit de descendre la pente, s'arrêtant à la dernière motte avant que la terre ne cède la place à la roche, maintenant entaillée et fendue. Il ramassa un petit poste de radio à transistor de plastique jaune, reproduisant la silhouette de Snoopy. On y avait fixé le clavier d'une calculette Sharp, et bien sûr des piles. Gardner gagna le bord de la tranchée en chantonnant, puis la musique cessa, et il regarda en silence le flanc gris du vaisseau titanesque. Ce spectacle ne le ragaillardit pas, lui, mais s'il lui inspira une crainte respectueuse, elle ressemblait de plus en plus à une peur bleue. « Mais tu as encore de l'espoir, hein ? Répondre non serait mentir. La clé peut toujours se trouver ici, quelque part. » Tandis que la peur prenait des couleurs de plus en plus sombres, l'espoir suivait la même voie. Garde pensa qu'il ne tarderait pas à le perdre totalement. Les excavations du plan de la colline avaient trop éloigné du vaisseau le bord de la tranchée pour qu'on puisse en toucher la coque. Non que Garde eût voulu le faire, il n'adorait pas sentir son crâne transformé en haut-parleur. Ça faisait mal. Mais maintenant, même quand il touchait le vaisseau, ce qui était parfois inévitable, il ne saignait plus que rarement, mais les éclats de radio ne manquaient jamais d'arriver à plein volume, et parfois son nez et ses oreilles projetaient autour de lui beaucoup plus de sang qu'il n'avait envie d'en voir. Gardner se demanda un instant combien il lui restait de sursis, mais cette question aussi restait sans réponse. Depuis le matin où il s'était éveillé sur sa digue du New Hampshire, chaque instant de vie était un sursis. Il était malade, et il le savait, mais pas assez malade pour ne pas mesurer l'ironie de la situation dans laquelle il se trouvait. Après s'être crevé à déterrer cette saloperie avec une gamme d'outils qui semblait sortie du catalogue de tout l'univers d'Hugo Gernsback, après avoir abattu un travail dont tous les autres n'auraient probablement pas pu venir à bout sans se tuer à la tâche dans une sorte de transe hypnotique, il était possible qu'ils ne puissent pas pénétrer dans le vaisseau une fois qu'ils auraient trouvé la trappe, dont l'existence ne faisait aucun doute pour Bobby. Mais il était bien décidé à essayer. Je vous parie ma montre, et la chaîne avec. Il introduisit sa botte dans une boucle de corde, serra le nœud et glissa la radio dans sa chemise. « Descends-moi tout doucement, Johnny, dit-il. Anders se mit à actionner le treuil et Gardner à glisser. Il avait l'impression que la coque, lisse et grise, montait lentement à côté de lui. S'il voulait se débarrasser de lui, ce serait une façon comme une autre, se dit-il. Il suffirait qu'ils envoient un ordre télépathique à Anders. « Laisse filer la corde, John, on en a fini avec lui. » Et il plongerait. Une chute de 12 mètres jusqu'au rocher en contrebas, la corde molle le suivant, et crunch. De toute façon, il était à leur merci, et il se disait qu'il devait admettre son utilité, même à contre-cœur.
Le fils Trémin était jeune et fort comme un bœuf, mais il s'était épuisé en 2 jours. Anders tiendrait jusqu'au soir, peut-être, mais Gardener aurait parié sa montre et la chaîne avec, mais quelle montre et quelle chaîne? Que le lendemain, ce serait quelqu'un d'autre qui viendrait et resterait avec lui. Bobby allait bien. Oh, tu parles. Si tu n'étais pas arrivé, elle se serait tuée. Mais elle tenait mieux le coup ici qu'Anders ou que le fils Trémin. Le cerveau de garde y revenait toujours. Bobby est entré dans le hangar avec les autres, mais jamais Trémin ni Anders, du moins pour autant que tu le saches. La différence réside peut-être là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, dedans 10 000 anges qui dansent sur une tête d'épingle? Le fantôme de James Dean? Ou le Saint-Suaire de Turin? Quoi? Il ne le savait pas. Son pied heurta le fond. J'y suis cria-t-il. Le visage d'Anders, très petit, apparut au bord de la tranchée. Derrière lui, Gardener apercevait une mince bande de ciel bleu. Trop mince. La claustrophobie murmurait dans son oreille d'une voix aussi rugueuse que du papier de verre. Au fond, l'espace entre le flanc du vaisseau et la paroi recouverte du filet argenté était très étroit. Gardener devait prendre beaucoup de précautions pour se mouvoir afin d'éviter de toucher le vaisseau, ce qui aurait déclenché une autre explosion radiophonique dans son cerveau. Le roc était très sombre. Il s'accroupit et y passa les doigts. Il les retira, mouillés. Depuis une semaine, l'humidité s'accroissait de jour en jour. Le matin, il avait découpé un petit carré de 10 cm de côté et de 30 de profondeur dans le roc, en utilisant un instrument qui, pour l'essentiel, avait été un sèche-cheveux. Il ouvrit son sac à outils, trouva la torche électrique et éclaira l'orifice. De l'eau. Il se leva et cria « Envoie le tuyau !»« Quoi ?» entendit-il en retour d'un ton désolé. Gardener soupira, se demandant combien de temps il allait tenir lui aussi, combien de temps il pourrait lutter contre l'épuisement. Tout cet équipement, et personne n'avait songé à installer un moyen de communiquer entre le sommet et le fond de la tranchée. Il fallait qu'il s'arrache la gorge à crier. Oh, mais aucune de leurs grandes idées ne va dans cette direction, et tu le sais. Pourquoi penserait-il à un moyen de communiquer alors qu'ils peuvent lire dans les pensées? C'est toi, l'humain minable ici, pas eux. Le tuyau cria-t-il. Envoie ce putain de tuyau, imbécile. Ah, oui répondit Anders. Gardener attendit que le tuyau descende, rêvant qu'il était n'importe où ailleurs que dans le monde, rêvant de pouvoir se convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. En vain. Le vaisseau était totalement invraisemblable, mais cette réalité restait trop prosaïque pour n'être qu'un rêve. L'odeur aigre de la sueur de John Anders, l'odeur légèrement alcoolisée de la sienne, l'enfoncement de la boucle de corde sous son poids quand il descendait dans la tranchée, la roche rugueuse et moite sous ses doigts. Mais où est Bobby, garde? Est-ce qu'elle est morte? Mais non, il ne pensait pas qu'elle fût morte, mais il était convaincu qu'elle était terriblement malade. Quelque chose lui était arrivé mercredi. Quelque chose était arrivé à tout le monde mercredi. Gardener ne parvenait pas vraiment à rassembler ses souvenirs, mais il savait qu'il n'avait pas vraiment perdu conscience et que ses visions n'étaient pas dues au délirium très mince. Il aurait pourtant mieux valu pour lui que ce fût le cas. On s'était livré à Dieu sait quelle mascarade mercredi dernier, à un camouflage frénétique. Et au cours de l'opération, il pensait que Bobby était tombée malade, qu'elle avait été blessée, quelque chose comme ça. Mais il n'en parle pas. Il se souvient du petit Trémin qui disait « Bobby, oh, voyons, monsieur Gardener, elle va bien. C'est seulement une petite insolation. Elle reviendra en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Elle est solide. Je crois que vous le saviez mieux que personne. » Formidable. Tellement formidable qu'on aurait presque pu penser que le gosse croyait ce qu'il disait, jusqu'à ce qu'on regarde tout au fond de ses yeux bizarres. Garde s'imaginait allant voir ceux qu'il appelait les gens du hangar et exigeant de savoir ce qui était arrivé à Bobby. Il se souvint de ce que Newt Beringer disait. « Attendez un peu, il va nous dire que c'est nous, la police de Dallas. » Et ils se mettraient tous à rire, hein. Eux, la police de Dallas? C'était vraiment marrant, c'était à hurler de rire. C'est peut-être pour ça que j'ai tellement envie de le faire, de hurler, je veux dire. Et il était là, attendant qu'on lui fasse descendre un tuyau tout au fond de cette tranchée creusée par l'homme dans la terre, une tranchée qui contenait un vaisseau spatial titanesque. Et soudain, l'horrible passage final de La ferme des animaux de George Orwell résonna dans sa tête comme un cri de mort. C'est étrange de découvrir que l'on sait plein de choses par cœur. Les yeux fatigués de Douce glissaient d'un visage à l'autre, et tandis que les yeux des animaux, à l'extérieur, passaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon, et à nouveau du cochon à l'homme, il sembla qu'une chose étrange arrivait. Il était impossible de dire qui était qui. « Oh, d'où Jésus, garde, ferme-la !» Le tuyau arriva enfin,
Un tuyau de 25 mètres prêté par le dépôt des pompiers volontaires. Il avait naturellement été conçu pour projeter de l'eau et non pas pour l'aspirer, mais une pompe avait été adaptée pour inverser sa fonction. Anders l'envoyait par à-coups. L'extrémité se balançait de telle sorte qu'elle heurtait parfois la coque du vaisseau. À chaque fois que cela se produisait, on entendait un choc à la fois sourd et curieusement pénétrant. Gardner n'aimait pas ce son, et il anticipait chaque choc avec appréhension. Bon Dieu, est-ce qu'il ne pourrait pas arrêter de balancer ce truc? Et bang, bang, bang. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas simplement cling? Pourquoi est-ce que ça fait toujours cet autre son, comme de la terre jetée sur un cercueil? Bang, bang, bang. Bon Dieu, j'aurais dû sauter quand j'en ai eu l'occasion. J'aurais dû simplement faire un pas de trop sur cette foutue digue d'Arcadia Beach le 4 juillet. C'était bien le 4 juillet. Oh merde, j'aurais pu être un Yankee Doodle décédé. Alors, vas-y, quand tu rentreras à la maison ce soir, gobe tout le Valium de l'armoire à pharmacie. Tu n'as qu'à te tuer, si tu n'as le courage ni de vivre la fin de cette aventure, ni de l'arrêter. Les bonnes gens de Haven organiseront probablement une fête sur ton corps. Tu crois qu'ils veulent de toi ici? S'il ne restait pas une fraction de la vieille Bobby non améliorée dans les parages, je crois bien que tu serais déjà parti. Si elle ne s'interposait pas entre toi et eux. Bang, bang, bang. Est-ce que Bobby était toujours entre lui et les habitants de Haven? Oh oui. Mais si elle mourait, combien de temps cela prendrait-il avant qu'on débarrasse l'écorce terrestre de sa personne? Oh, pas longtemps, mon vieux, pas longtemps du tout. Quelque chose comme un quart d'heure? Bang, bang. Grimaçant, les dents serrées pour lutter contre le son plat et mort, Garde sauta et attrapa l'extrémité de cuivre du tuyau avant qu'elle ne heurte à nouveau le flanc du vaisseau. Il tira l'embout, s'agenouilla au-dessus du trou et tourna la tête vers le petit visage d'Anders. « Démarre la pompe !» cria-t-il. « Quoi ?»« Oh, Seigneur, ayez pitié de moi !» se dit Gardner. « Démarre cette putain de pompe !» hurla-t-il. Cette fois, il sentit vraiment sa tête se briser. Il ferma les yeux. « Ah, ok, d'accord !» Quand il releva les yeux, Anders était parti. Gardner plongea l'extrémité du tuyau dans ce bordel de trou qu'il avait taillé dans le roc le matin. L'eau commença lentement à bouillonner, de façon presque contemplative. C'était glacé au début, mais les mains de garde ne tardèrent pas à s'engourdir. Bien que la tranchée dans laquelle il se trouvait ne mesurât qu'une douzaine de mètres de profondeur, compte tenu de tout ce que Bobby et lui avaient retiré du flanc de la colline, il était probable que le niveau où Gardner était accroupi se trouvait fin juin à 30 mètres de profondeur. On aurait pu le mesurer à la surface du vaisseau, maintenant dégagé, mais Gardner s'en foutait. La situation était simple. Il semblait bien qu'ils avaient presque atteint la couche aquifère, la roche spongieuse remplie d'eau. Apparemment, la moitié ou les 2/3 inférieurs du vaisseau baignaient dans un grand lac souterrain. Maintenant, ses mains étaient tellement engourdies qu'il avait oublié leur existence. « Allez, connard !» marmonna-t-il. En réponse, le tuyau se mit à vibrer et à se tordre. De l'endroit où il se trouvait, Garde ne pouvait entendre le moteur de la pompe, mais c'était inutile. Quand le niveau de l'eau baissa dans le trou, Gardner put à nouveau voir ses mains rougies et trempées. Il regarda baisser le niveau de l'eau. « Si on arrive à la couche aquifère, ça va nous retarder. »« Eh oui, on pourrait bien perdre toute une journée à attendre qu'ils fabriquent je ne sais quelle super pompe. Ça les retardera peut-être, mais rien ne les arrêtera, Garde. Est-ce que tu ne le sais pas ?» Le tuyau commença d'émettre le bruit d'une paille géante au fond d'un verre géant de Coca-Cola. La cavité était vide. « Arrête-la !» hurla-t-il. Anders continua de le regarder. Gardner soupira et tira très fort sur le tuyau. Anders parut surpris, puis il forma un cercle avec son pouce et son index et disparut. Quelques secondes plus tard, le tuyau cessa de vibrer, puis il remonta lentement au fur et à mesure qu'Anders l'enroulait. Avant de la lâcher, Gardner s'assura que l'extrémité du tuyau ne se remettrait pas à osciller comme un pendule. Il sortit la radio de sa chemise et l'alluma. On y avait installé un système à retardement de 10 minutes. Il plaça la radio au fond du trou, puis la recouvrit avec des morceaux de roche. Il savait que de toute façon, une grande part de la force de l'explosion serait canalisée vers le haut, mais c'était un engin assez puissant, quelle que soit sa nature, pour que le souffle déchiquette le roc sur environ 1 mètre de profondeur, le réduisant en morceaux faciles à hisser à la surface avec un treuil. Et le vaisseau ne serait pas endommagé. Apparemment, rien ne pouvait l'endommager. Gardner engagea son pied dans la boucle de corde et cria « Remonte-moi !» Il ne se passa rien. « Et remonte-moi, Johnny !» hurla-t-il.
Il eut à nouveau l'impression que son crâne se fendait, suivant il ne savait quelle suture médiane pourrie. Toujours rien. En plongeant ses mains jusqu'au poignet dans l'eau glacée, Gardner avait certainement abaissé sa température de plus d'1 degré. Une sueur abondante et collante perla néanmoins sur son front. Il regarda sa montre. 2 minutes s'étaient écoulées depuis qu'il avait allumé la radio Snoopy. De sa montre, ses yeux se portèrent sur la pile de fragments de granit qu'il avait amoncelés dans le trou. Il avait tout le temps de ressortir les blocs et d'éteindre la radio. Sauf qu'en éteignant la radio, il n'arrêterait pas ce qui se passait à l'intérieur de la radio. Il ne savait pas ce qui s'y passait, il ne savait pas comment il savait qu'il s'y passait quelque chose, mais il en était sûr. Il leva les yeux à la recherche d'Anders. Anders n'était pas là. Ben voilà comment ils vont se débarrasser de toi, garde. Allez, grimpe, garde. 12 mètres? Mais tu rêves. Peut-être du temps de la fac, mais encore, même pas. Il regarda sa montre. 3 minutes. Ouais, c'est comme ça. Pouf, parti. Un sacrifice au grand vaisseau. Un petit quelque chose pour s'attirer les bonnes grâces des Atomic Knockers. L'a déjà mis en marche? Il leva la tête si brusquement que son cou craqua, sa peur croissante se transformant immédiatement en rage. Je l'ai déjà mis en marche il y a presque 5 minutes, espèce de connard de merde. Sors-moi de là avant que ça pète et que ça m'envoie dans les nuages. La bouche d'Enders s'ouvrit en un O presque comique. Il disparut à nouveau, et il ne resta plus à Gardner qu'à consulter sa montre à travers une brume de sueur. C'est alors que la boucle lui secoua le pied, et un moment plus tard il commença à monter. Gardner ferma les yeux et s'accrocha à la corde. Apparemment, il n'était pas aussi prêt à faire ses adieux à la terre qu'il le pensait. Ce n'était peut-être pas si mal non plus de le savoir. Il atteignit le sommet de la crevasse, sortit, retira la boucle de corde de son pied et s'approcha d'Enders. « Oh, désolé, dit Enders avec un petit sourire en coin. Je croyais que nous étions convenus que vous crieriez avant. Gardner le frappa. Avant que Gardner ait même pleinement conscience de ce qu'il avait l'intention de faire, ce fut fait, et Enders s'étala au sol, ses lunettes pendant d'une oreille et la lèvre en sang. Et bien qu'il ne fût pas doué de télépathie, Garde eut l'impression qu'il sentait toutes les têtes de Haven se tourner soudain vers eux, en alerte, l'oreille tendue. « Tu m'as laissé en bas, alors que le compte à rebours avait commencé, espèce de con. Si vous recommencez, toi ou n'importe qui d'autre dans ce village, vous feriez mieux de ne pas me remonter du tout. Tu m'entends ?» Une lueur de colère apparut dans les yeux d'Enders. Il remit ses lunettes en place, comme il put, et se leva. Sa tête chauve était maculée de terre. « Je ne crois pas que tu saches à qui tu parles, dit-il. « Oh, j'en sais plus que tu crois, répondit Garde. Écoute, Johnny, et tous les autres, si vous m'entendez, et je crois que vous m'entendez, écoutez aussi. Je veux un interphone en bas. J'exige certains égards élémentaires. J'ai joué le jeu. Je suis le seul dans ce village qui n'ait pas eu besoin qu'on lui brouille le cerveau pour arriver à ça. J'exige des égards, nom de Dieu. Vous entendez ?» Anders le regardait, mais Gardner savait qu'il écoutait aussi. Il écoutait les autres voix. Gardner attendit leur décision. Il était trop en colère pour s'en inquiéter vraiment. « D'accord, dit finalement Enders, tout doucement, en pressant le dos de sa main contre sa bouche sanglante. Vous avez peut-être raison. On va installer un interphone, et on veillera à ce que vous bénéficiez d'un peu plus de... Comment avez-vous dit ?» Un sourire méprisant passa sur ses lèvres. C'était le genre de sourire que Gardner connaissait très bien. Le sourire de tous les Arberg et de toutes les McCardle du monde. Le sourire de ceux qui ont la haute main sur l'atome quand ils parlent des centrales nucléaires. J'ai dit « égard », et vous feriez mieux de vous en souvenir. Mais quand on est intelligent, on apprend vite, hein, Johnny? Il y a un dictionnaire à la maison, et tu en as besoin, un trou du cul. Il fit un pas en direction d'Enders, et il éprouva une grande satisfaction à voir l'homme reculer de 2 pas, tandis que son petit sourire méprisant s'effaçait. Il fut remplacé par un regard d'appréhension. « Des égards, Johnny. Souviens-t'en. Souvenez-vous-en tous, si ce n'est pour moi, que ce soit pour Bobby. » Ils étaient maintenant près de l'abri à outils, les yeux d'Enders étrécis et nerveux, ceux de Gardner injectés de sang et dilatés par la fureur. « Et si Bobby meurt, votre notion d'égard peut aller jusqu'à une mort rapide et sans douleur. C'est à peu près ça, non? Est-ce que j'ai bien décrit les tenants et les aboutissants de la situation, connard chauve ?» Nous apprécions le fait que vous nous parliez franchement, dit Enders, dont les lèvres s'avançaient puis rentraient nerveusement dans sa bouche, puisqu'aucune dent ne les en empêchait. Ah, « J'en suis certain, dit Garde. « Peut-être devrions-nous aussi vous parler franchement, dit Enders. Il retira ses lunettes et entreprit de les essuyer sur le devant trempé de sueur de sa chemise, geste qui, selon Gardner, ne pouvait que les maculer plus encore.
et Gardener vit un éclair sale et furieux dans ses yeux. « Ce n'est pas une bonne idée de frapper comme ça, Jim. Je vous préviens, nous vous prévenons tous, ne le refaites jamais. Il y a des changements à Haven. »« Non, sans blague, dit Garde. Et certains de ces changements, reprit Anders, ont rendu les gens un peu vifs. Alors frapper comme ça pourrait être une lourde erreur. »« Est-ce que les bruits soudains vous gênent ?» l'interrogea Gardener. « Je ne comprends pas commença Anders d'un air intrigué. Parce que si le minuteur de cette radio est bien réglé, vous ne tarderez pas à en entendre un. » Gardener se dirigea vers l'abri de rondins, pas vraiment en courant, mais sans traîner. Anders jeta un regard stupéfait vers le vaisseau et courut derrière Garde. Il trébucha sur une pelle et s'étala dans la poussière, grimaçant, tenant son tibia d'une main. Un instant plus tard, un brusque grondement ébranla la terre. Il y eut une série de ces bruits mats et pourtant pénétrants, tandis que des morceaux de roche retombaient sur la coque du vaisseau. D'autres s'élancèrent plus haut et jaillirent à l'extérieur de la tranchée. Gardener en vit un frapper la coque du vaisseau et rebondir à une distance stupéfiante. « Espèce de farceur de fils de pute au cerveau rétréci !» hurla Anders, toujours aplati au sol et tenant son tibia. « Cerveau rétréci toi-même! C'est toi qui m'as laissé au fond !» Anders lui jeta un regard noir. Gardener resta un instant où il était, puis il s'approcha d'Anders et lui tendit la main. « Bon allez, Johnny, oublions le passé. Si Staline et Roosevelt ont pu coopérer assez longtemps pour écraser Hitler, je crois qu'on devrait pouvoir coopérer assez longtemps pour dégager cette saloperie. Qu'est-ce que t'en dis ?» Anders ne pouvait rien dire, mais au bout d'un moment, il prit la main de Gardener et se leva. Il essuya ses vêtements d'un air maussade, jetant de temps à autre, presque comme un chat, un regard haineux à Gardener. « Tu veux aller voir si nous avons réussi à forcer notre puits ?» demanda Gardener. Il se sentait mieux qu'il ne s'était senti depuis des jours, des mois même, des années peut-être. Casser la gueule à Anders lui avait fait un bien fou. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Oh, rien, dit Garde. » Gardener s'approcha seul de la tranchée. Il regarda en bas, cherchant de l'eau, tendant l'oreille à l'affût de gargouillis. Il ne vit rien, n'entendit rien. Il semblait qu'il n'avait pas eu de chance, cette fois encore. Il lui vint soudain à l'idée qu'il était debout, les mains plantées sur ses cuisses, penché au-dessus d'un apic de 12 mètres, tournant le dos à un homme à qui il venait de casser la figure. Si Anders le voulait, il pourrait bondir derrière moi et me précipiter dans le trou d'une simple poussée, se dit-il, et il entendit la voix d'Anders. Frapper comme ça pourrait être une lourde erreur. Mais il ne regarda pas derrière lui, et cette sensation de bien-être totalement hors de propos ne le quitta pas. Il était dans la merde, et ce n'était pas en s'accrochant à un rétroviseur au front pour surveiller ses arrières qu'il s'en sortirait. Quand il se retourna, Anders était toujours près de l'abri, arborant la même expression de chat haineux. Gardener soupçonna qu'il avait ses copains mutants au bout du fil. « Qu'est-ce que vous en dites ?» demanda Gardener avec une amabilité forcée. « Il y a plein de roches brisées en bas. Est-ce que nous nous remettons au travail, ou est-ce que nous continuons à nous dire nos 4 vérités ?» Anders entra dans l'abri, empoigna l'appareil de levage qu'ils utilisaient pour déplacer les plus gros rochers et rejoignit Gardener. Il lui tendit l'engin que Gardener chargea sur son épaule. Gardener reprit la direction de la tranchée, puis se retourna. « N'oublie pas de me remonter quand j'appelle. »« Non, non, j'oublierai pas. » Les yeux d'Anders, à moins que ce ne fussent que les verres de ses lunettes, étaient répugnants. Gardener découvrit qu'il s'en moquait. Il plaça son pied dans la boucle de corde, serra le nœud et Anders empoigna la manivelle du treuil. « Souviens-toi, Johnny, des égards, c'est la règle du jour. » John Anders le fit descendre sans un mot. Dimanche 31 juillet. À 11h15 ce dimanche matin, Henry Buck, que ses amis appelaient Hank, commit le dernier acte de pure folie irrationnelle qui devait se dérouler à Haven. « Les habitants de Haven sont un peu vifs », avait dit Anders à Garde. Ruth McCausland avait eu quelques preuves de ce tempérament pendant la battue organisée pour retrouver David Brown. Insultes grossières, chamailleries, quelques coups de poing. Ironiquement, c'est Ruth en personne, Ruth et l'impératif moral tout à fait clair qu'elle avait toujours représenté dans la vie de ces gens, qui avait empêché que la battue ne tournât en mêlée générale. Vif ? Non, fou constituait probablement un qualificatif plus approprié. Sous le choc de l'évolution, le village s'était retrouvé comme une pièce remplie de gaz, attendant que quelqu'un gratte une allumette, ou que se produise un accident tout aussi mortel, comme l'arrivée d'un livreur qui sonnerait à la porte et ferait tout exploser en produisant une simple étincelle. Il n'y eut pas d'étincelle, en partie grâce à Ruth, en partie grâce à Bobby,
Et puis, après la visite au hangar, un groupe d'une demi-douzaine d'hommes et une femme commencèrent à travailler comme les guides de voyage au LSD des années 60 et aidèrent Haven à traverser sans mal la première phase de l'évolution. C'était une bonne chose pour les habitants de Haven que le grand boom n'ait jamais été déclenché, et une bonne chose aussi pour les habitants du Maine, de la Nouvelle-Angleterre, et peut-être de tout le continent, voire de toute la planète. Ce n'est pas moi qui vous dirai qu'il n'y a nulle part dans l'univers une planète qui flotte dans l'espace, transformée en gros nuage de cendres mortes à la suite d'une querelle explosive entre deux personnes s'accusant mutuellement de monopoliser le sèche-linge à la laverie automatique du coin. Querelle qui a dégénéré en conflagration mondiale. On ne sait jamais vraiment comment les choses finiront, ni si elles finiront. Et il y avait eu une période, fin juin, où le monde entier aurait bien pu s'éveiller un matin et découvrir qu'un terrible conflit menaçant l'existence même de la planète se déroulait dans un village inconnu du Maine, à cause d'une affaire aussi cruciale que de savoir qui, ce jour-là, devait payer la note de la pause café au Haven Lunch. Naturellement, il est possible que nous fassions un jour sauter notre monde sans aucune aide extérieure, et pour des raisons qui paraîtront tout aussi triviales considérées en termes d'années-lumière. Si c'est d'une autre galaxie que l'on contemple le petit point où nous tournons dans la Voie lactée, au sein du petit nuage de Magellan, alors le fait que les Russes envahissent ou non les champs de pétrole d'Iran, ou bien que l'OTAN décide ou non d'installer des missiles de croisière américains en Allemagne de l'Ouest, cela peut sembler tout aussi futile que de savoir qui paiera les 5 cafés et les 5 croissants de la pause. Du point de vue de Sirius, ça revient peut-être au même. Quoi qu'il en soit, la période de tension ne prit réellement fin à Haven qu'au mois de juillet. À ce moment, presque tout le monde au village avait perdu ses dents, et beaucoup d'autres mutations plus étranges encore avaient commencé. Les 7 personnes qui avaient pénétré dans le hangar de Bobby, communiant avec ce qui les attendait dans la lueur verte, avaient vécu le début de ces mutations une dizaine de jours plus tôt, mais en avaient gardé le secret. Étant donné la nature des changements en question, c'était probablement plus sage ainsi. Et c'est probablement aussi parce que la revanche prise par Hank Buck contre Albert Barfield, dit Pitts, fut véritablement à Haven le dernier acte de folie démesurée qu'elle mérite qu'on s'y arrête brièvement. Hank et Pitts appartenaient au cercle de joueurs de poker du jeudi soir, dont Joe Paulson n'avait été un pilier. Au 31 juillet, les jeux de poker avaient pris fin, non pas parce que cette garce de Becky Paulson, devenue folle, avait fait rôtir son mari, mais parce qu'on ne peut plus bluffer au poker quand tous les joueurs sont télépathes. Hank nourrissait pourtant une certaine rancune contre Pitts, et plus il y pensait, plus elle croissait dans son cœur. Toutes ces années, Pitts avait triché, plusieurs d'entre eux le soupçonnaient. Hank se souvenait d'un soir, dans l'arrière-salle de Moss Harlingen, où Moss lui avait dit, alors qu'il jouait au billard, « Il triche, j'en mettrai ma main à couper, Hank. La 6, dans la poche de côté. » Rac. La 6e boule était tombée dans la poche, comme tirée par un fil. Le pire, c'est que ce bâtard connaît bien son affaire. S'il allait juste un peu plus lentement, on pourrait le pincer. Si tu penses ça, tu devrais te retirer du jeu. Oh merde, tous les autres sont honnêtes, et en plus, je peux presque tous les battre. La 9 dans le coin. Rap. Surtout ce petit salaud est rapide et qu'il n'abuse pas. Il donne juste le petit coup de pouce qu'il faut, s'il voit qu'il va perdre. T'as remarqué comment il s'en sort chaque jeudi? Il rentre dans son fric. Hank l'avait remarqué, mais il pensait tout de même que toute cette histoire était un peu embrouillée dans la tête de Moss. Moss était un bon joueur de poker, et il en voulait à tous ceux dont il ne parvenait pas à prendre l'argent. Mais d'autres s'étaient fait l'écho de soupçons similaires au fil des années, et plus d'un, dont quelques types très gentils, des types avec lesquels Hank aimait boire quelques bières et faire un petit poker, s'étaient retirés de leur cercle. Ils en étaient sortis, sans bruit, sans faire d'histoire ni d'ennui, et jamais ils n'avaient insinué que s'ils partaient, c'était à cause de Pitts Barfield. C'était parce qu'ils allaient tous les lundis au bowling à Bangor, et que leurs femmes ne voulaient pas qu'ils sortent 2 soirs par semaine. C'était parce que leurs horaires de travail avaient changé, et qu'ils ne pouvaient plus se permettre de veiller tard. C'était parce que l'hiver arrivait, même s'il en était encore qu'en mai, et qu'il fallait qu'ils travaillent sur leur scooter des neiges. Enfin, ils étaient partis, laissant à lui-même le noyau de 3 ou 4 copains qui étaient là depuis le début. Le pire était encore de devoir se dire que ces étrangers s'étaient rendus compte de quelque chose, ou même qu'ils nourrissaient des soupçons aussi tenaces que l'odeur de jungle qui montait presque toujours du corps crasseux de Barfield. C'étaient eux qui avaient raison. Kyle, Joe et lui s'étaient fait avoir. Toutes ces années, ils s'étaient fait avoir. Quand l'évolution se fut vraiment enclenchée, Hank découvrit la vérité une bonne fois pour toutes. Non seulement Pitts donnait les cartes du dessous du paquet, mais il se permettait parfois un marquage discret.
Il avait acquis ses talents au cours de longues heures monotones de garde dans un rappel-dépel des environs de Berlin, pendant des mois qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il attendait d'être relevé. Hank avait passé certaines de ces nuits chaudes et humides de juillet, les yeux grands ouverts dans son lit, la tête douloureuse, en train d'imaginer le jeune Pitts dans une jolie ferme bien chauffée, sans chemise ni chaussures, puant à faire fuir les mouches et souriant d'un grand sourire de merde, en s'entraînant à tricher et en rêvant aux pigeons qu'il allait plumer quand il rentrerait au pays. Hank subit ses rêves et ses maux de tête pendant 2 semaines, et alors une nuit la réponse lui vint. Il allait tout simplement renvoyer le vieux Pitts à son rappel d'Elpel, c'est ça qu'il allait faire. Un rappel d'Elpel, en tout cas. Un rappel d'Elpel, c'était peut-être à 50 années-lumière de là, ou à 500, ou à 5 millions. Un rappel d'Elpel dans la 4e dimension. Et Hank sut exactement comment faire. Il se redressa dans son lit, et son visage se fendit d'un énorme sourire. Ses maux de tête avaient enfin disparu. Mais, au fait, qu'est-ce que c'est, un rappel d'Elpel murmura-t-il. Puis il décida que c'était le dernier de ses problèmes. Il sortit du lit et se mit au travail, à 3 heures du matin. Il se vengea de Pitts 1 semaine après en avoir eu l'idée. Pitts était assis devant le supermarché coudeur, renversé dans un fauteuil qui ne reposait plus au sol que sur les 2 pieds arrière. Il regardait les images du magazine Galerie. Il regardait des photos de femmes nues, de tricheries au poker et de rappels d'Epels puants. Mais c'était là ses spécialités, avait décidé Hank. C'était un dimanche couvert et chaud. Les gens virent Hank se diriger vers l'endroit où Albert Barfield, dit Pitts, était vautré dans son fauteuil, ses bottes de travail calées autour des pieds avant du fauteuil, regardant toutes ses filles d'à côté. Ils sentirent ou entendirent la pensée unique qui battait régulièrement. Rappel d'Epel, dans la tête de Hank. Ils virent le monstrueux radiocassette comme en promènent les jeunes des ghettos que Hank tenait à la main. Ils virent le pistolet, souvenir de son propre passé militaire, glisser dans la ceinture de son pantalon, et ils reculèrent en panique. Pitts était profondément absorbé par la page centrale de son galerie. On y voyait l'essentiel d'une fille du nom de Candy, dont les hobbies, disait le magazine, comprenaient la voile et les hommes aux mains à la fois fortes et douces. Et il ne leva les yeux que bien trop tard pour imaginer quoi que ce soit de constructif pour lui-même. Étant donné la taille du pistolet que portait Hank, dirent les gens, généralement sans ouvrir la bouche, sauf pour y ingurgiter davantage de nourriture, le soir au souper, il était probablement déjà trop tard pour le pauvre vieux Pitts quand il s'était levé le dimanche matin. Le fauteuil de Pitts retomba avec un bang. « Hé, Hank, qu'est-ce que... » Hank dégaina. Lui, il avait fait son temps en Corée, pas dans un rappel d'Epel. « Tu vas rester assis où tu es, dit Hank, ou tout le monde verra tes boyaux s'étaler sur cette fenêtre. Espèce de tricheur de fils de pute. »« Mais Hank, qu'est-ce que... » Hank retira de sa chemise une paire de petits écouteurs Borg. Il les accrocha à la grosse radio, l'alluma et envoya les écouteurs en direction de Pitts. « Mets-les, Pitts. On va voir comment tu te sors de ça. »« Hank, je t'en prie. »« Non, je ne suis pas prêt à discuter de ça avec toi, Pitts, » dit Hank avec un grand accent de sincérité. « Je te donne 5 secondes pour mettre ces écouteurs, et ensuite j'opérerai tes sinus. »« Mais bon Dieu, Hank, ce n'était qu'un foutu jeu de poker avec cave à 25 cents, hurla Pitts. La sueur dégoulinait le long de ses joues et tachait sa chemise kaki. L'odeur qu'il dégageait était ample, vinaigrée et incroyablement répugnante. 1, 2... Pitts jetait des regards affolés autour de lui. Il n'y avait plus personne dans les parages. La rue s'était vidée comme par magie. Pas une seule voiture ne roulait sur la chaussée, alors que beaucoup étaient garés devant le supermarché. Le silence était total. Aussi bien Pitts que Hank pouvaient même entendre la musique qui sortait des écouteurs. Los Lobos, qui se demandait si le monde allait survivre. « C'était qu'un foutu jeu de poker à 25 cents la cave, et je l'ai presque jamais fait de toute façon, hurla Pitts. Je vous en supplie, que quelqu'un arrête ce type. 3. Et puis, hurla Pitts dans un dernier geste de défi, t'es qu'un foutu mauvais perdant. 4, dit Hank en levant son pistolet. Pitts, dont la chemise était presque noire de sueur, roulait des yeux et dégageait une odeur de fumier incendié au napalm. Il céda. D'accord, hurla-t-il en prenant les écouteurs. Je les mets, tu vois, je les mets. Il les mit. Tout en gardant son arme pointée sur Pitts, Hank se pencha sur la radio. Sur le bouton en marche, il avait collé un bout de sparadrap, et sur le bout de sparadrap, il avait écrit ce mot effrayant, éjection. Hank le poussa. Pitts se mit à crier, puis les cris s'évanouirent comme si quelqu'un en lui baissait le son. Il sembla aussi qu'on baissait sa vitalité, sa cohérence physique, sa présence.
Pitts Barfield se décolora comme une photo, sa bouche bougeait sans émettre un son, sa peau devenait laiteuse. Un petit morceau de réalité, un morceau de réalité environ de la taille du bat-en-bas d'une porte d'écurie, sembla s'ouvrir derrière lui. Cela donnait l'impression que cette réalité, la réalité de Haven, avait pivoté sur quelque axe inconnu, comme une bibliothèque à mécanisme secret dans une maison hantée. Derrière Pitts apparut un paysage sinistre dans les mauves et noirs, qui ne ressemblait en rien à un dépôt de matériel de l'armée. Non, ce n'était pas un rappel d'Elpel. Les cheveux de Hank s'agitèrent autour de ses oreilles. Son col frémit en émettant le son d'un pistolet automatique muni d'un silencieux. Les ordures qui jonchaient l'asphalte, papier de bonbons, paquets de cigarettes écrasés, quelques sacs de pommes de terre chips, s'arrachèrent de la chaussée pour s'engouffrer dans ce trou. Ils avaient été emportés par le courant d'air qui soufflait vers cet ailleurs presque privé d'air. Une partie de ces ordures se prit dans les jambes de Pitts, mais il sembla à Hank que certaines passaient directement à travers Pitts. Puis, soudain, alors qu'il était devenu lui-même aussi léger que les ordures qui gisaient un instant plus tôt sur le parking pavé du supermarché, Pitts fut aspiré dans ce trou. Son magazine galerie le suivit, ses pages claquant comme des ailes de chauve-souris. « T'as de la chance, enculé, se dit Hank. T'auras quelque chose à lire dans ton rappel d'épelle. » Le fauteuil de Pitts se renversa, gratta l'asphalte et se coinça en travers de l'ouverture. Un violent courant d'air sifflait maintenant autour de Hank. Il se pencha vers sa radio et posa le doigt sur le bouton « Stop ». Juste avant qu'il ne le presse, il entendit un cri à la fois fort et menu qui sortait d'ailleurs, de l'autre côté du trou. Il leva les yeux. « Ce n'est pas Pitts ?» Et à nouveau ce cri. « Illy !» Hank fronça les sourcils. C'était la voix d'un enfant, une voix d'enfant. Une voix d'enfant ? Une voix d'enfant qu'il reconnaissait. C'est quelque chose. « Encore fini ! Je veux rentrer à la maison !» Il y eut un tintement clair, bien que sans tonalité, au moment où la vitre du supermarché écoudeur, qui avait été soufflée vers l'intérieur lors de l'explosion du dimanche précédent, se trouva cette fois aspirée vers l'extérieur. Une tornade d'éclats de verre entoura Hank, le laissant miraculeusement indemne. « Je t'en prie, c'est dur de respirer !» C'est alors que des boîtes de haricots en promotion, empilées en une belle pyramide dans la vitrine de façade du supermarché, se mirent à voler autour de Hank et furent aspirées par la porte qu'il avait découpée dans la réalité. Les sacs de 2,5 kg d'engrais pour pelouse et ceux de 5 kg de charbon glissèrent sur le sol avec un bruit sec de papier. « Il faut que j'arrête cette saloperie d'aspirateur, se dit Hank. Et comme pour confirmer son jugement, une boîte de haricots le frappa à l'occiput, rebondit et se précipita dans la meurtrissure mauve et noire. « Illy !» Hank appuya sur le bouton stop. L'ouverture disparut immédiatement. Il y eut un craquement de bois quand le fauteuil coincé se brisa en deux, selon une diagonale presque parfaite. La moitié du fauteuil reposait sur l'asphalte, l'autre moitié restait introuvable. Randy Kroger, l'Allemand qui possédait le supermarché écoudeur depuis la fin des années 50, saisit Hank et lui fit faire volte-face. « Tu vas me payer cette vitrine, Buck, dit-il. « Oh, bien sûr, Randy, comme tu voudras, acquiesça Hank, en frottant d'un air absent la bosse qui poussait à l'arrière de sa tête. « Et tu vas aussi payer pour ce fauteuil, dit Kroger, en montrant l'étrange demi-siège de guingois. Il rentra dans le magasin. C'est ainsi que le mois de juillet prit fin. Lundi 1er août. John Leandro termina sa phrase, avala le reste de sa bière et demanda à David Bright. « Alors, que crois-tu qu'il va dire ?» Bright réfléchit un instant. Leandro et lui étaient attablés à la taverne Bounty, un pub de Bangor, au décor délirant, qui n'avait que 2 arguments plaidant en sa faveur. Il se trouvait presque en face de la rédaction du Daily News de Bangor, et le lundi, on pouvait boire une Heineken pour 1,25 $ la bouteille. « Je crois qu'il va falloir d'abord te dire d'aller en vitesse à Derry et de rapporter le calendrier des festivités, dit Bright. Ensuite, je crois qu'il risque de te demander si tu as songé à recourir au service d'un psychiatre. » Leandro s'effondra, ce qui le rendit parfaitement ridicule. Il n'avait que 24 ans, et les 2 dernières affaires qu'il avait suivies, la disparition, lire le meurtre présumé, de 2 policiers et le suicide d'un 3e, avaient aiguisé son appétit pour les enquêtes brûlantes. Quand on avait au menu une lugubre battue nocturne pour retrouver les corps de 2 flics, rédiger un compte-rendu sur le dîner des anciens combattants de Derry n'était pas très excitant. Il ne voulait pas qu'on lui retire ses grosses affaires. Bright avait presque pitié de cette petite andouille, et l'ennui, c'était que Leandro en était une. Être une andouille à 24 ans, c'était excusable,
Mais David pensait que Johnny Leandro serait encore une andouille à 44 ans, à 64 ans, à 84 ans, s'il vivait jusque-là. Une andouille de 84 ans, c'était une image assez horrible et tout à fait effrayante. Bright décida finalement de commander une autre bière. « Je plaisantais, dit Bright. « Alors, tu crois qu'il va me laisser suivre l'affaire » demanda Leandro. « Non. »« Mais tu viens de dire... »« Oh, mais je plaisantais pour le psychiatre, » expliqua patiemment Bright. « Pas pour le reste. » Il, c'était Peter Reno, le rédacteur en chef des Nouvelles Locales. Bright avait appris, bien des années plus tôt, que les chefs des Nouvelles Locales avaient un point commun avec Dieu lui-même, et il avait l'impression que Johnny Leandro n'allait pas tarder à l'apprendre aussi, très bientôt. Les reporters pouvaient proposer, mais c'était le rédacteur en chef des Nouvelles Locales, ici Peter Reno, qui disposait en dernière instance. « Mais... » essaya de reprendre le jeune journaliste. « Non, il n'y a rien à suivre, dit Bright. Si le noyau dur de Haven, composé de ceux qui avaient fréquenté le hangar de Bobby Anderson, avait entendu ce que répondit Leandro, l'espérance de vie de l'andouille se serait probablement réduite à quelques jours, voire quelques heures. « Il faut que je suive l'affaire Haven, dit-il avant d'engloutir sa Heineken brune en 3 longues gorgées. Tout par-delà. Le gamin a disparu à Haven, la femme est morte à Haven. Rod et Gabbons revenaient de Haven. Dugan se suicide. Pourquoi ? Parce qu'il aimait cette McCausland qu'il dit. La McCausland de Haven. Et n'oublie pas ce gentil grand-père, dit Bright. Il raconte à qui veut l'entendre que la disparition de son petit-fils est l'aboutissement d'une conspiration. Je m'attendais à ce qu'ils se mettent à parler de Fu Manchu et de la traite des Blanches. « Bah alors, qu'est-ce qu'il y a » demanda Leandro d'un ton mélodramatique. Bright avait eu tort de parler du gentil grand-père. Ça le mettait un peu mal à l'aise de penser au petit grand-père. Le vieux était à l'évidence à côté de ses pompes, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. « Souviens-toi de celui qui t'a refilé le tuyau quand le New York Times t'appellera. »« Oh, je ne trouve pas ça très drôle, David. » Une andouille de 84 ans, se dit à nouveau Bright. Imagine un peu. « Attends, j'ai une autre idée. Des petits hommes verts. L'invasion de la Terre est déjà commencée, tu vois, mais personne ne le sait. Et taratata, personne ne veut croire ce jeune garçon héroïque de la presse. Robert Redford tient le rôle de John Leandro dans une histoire à vous ranger les ongles. »« Est-ce que vous pourriez baisser un peu la voix ?» demanda le serveur en passant à côté d'eux. « Oh, ton sens de l'humour est complètement puéril, David, dit Leandro en se levant et en jetant 3 billets d'$1 sur le bar. J'ai autre chose encore, dit Bright d'un air rêveur. C'est l'alliance de Fu Manchu et des petits hommes verts de l'espace. Un pacte scellé en enfer. Et personne ne le sait, sauf toi, Johnny. Bon, finalement, je me fiche que Reno me laisse ou non suivre l'affaire, dit Leandro. Devant le visage tendu de Leandro, Bright se dit qu'il avait sans doute un peu trop tiré sur la ficelle. L'autre était furieux. Mon stage ne commence que vendredi prochain. Je vais aller à Haven. Je suivrai l'affaire à titre personnel. Mais voilà, dit Bright, tout excité. Il savait qu'il aurait dû laisser tomber, que Leandro ne tarderait pas à lui envoyer son poing dans la figure, mais ce type ne cessait de le provoquer en baissant sa garde. Et voilà, continua-t-il, c'est comme ça que ça doit se passer. Redford n'accepterait jamais le rôle s'il devait ne pas agir seul. Le loup solitaire, ouais, seulement n'oublie pas d'emporter ta montre spéciale quand tu iras là-bas. Quelle montre demanda Leandro, toujours furieux. Oh, il était mouché, mais il tenait le coup. Bah, tu sais, celle qui envoie des signaux, des ultrasons que seul Superman peut entendre quand on tire sur leur montoir, dit Bright, en indiquant comment faire avec sa propre montre, non sans renverser de la bière sur son pantalon. Tu sais, ça fait zzzz. Je me moque de tes plaisanteries stupides. Il se pourrait bien que vous soyez surpris tous les deux, dit Leandro en faisant mine de s'en aller. En tout cas, soit dit en passant, je te considère comme un merdeux cynique, sans imagination. Ayant prononcé son discours d'adieu, Johnny Leandro tourna les talons et sortit la tête haute. Bright leva son verre en direction du serveur. « Trinquons à tous les merdeux cyniques du monde, dit-il. Nous n'avons aucune imagination, mais nous résistons remarquablement bien au fléau de l'andouillerie. »« Comme vous voudrez, dit le serveur. Il croyait avoir tout vu, mais il n'avait jamais tenu un bar à Haven. Mardi 2 août. 6 personnes se réunirent tard cet après-midi-là dans le bureau de Newt Beringer. Il était bientôt 5 heures, mais l'horloge du clocher, une tour qui avait l'air réelle, mais qu'un oiseau aurait aisément pu traverser, s'il était resté le moindre oiseau à Haven, marquait toujours 3h05. Tous les 6 avaient passé un certain temps dans le hangar de Bobby, Hadley McKean, le dernier initié, et les autres, Newt, Dick Allison, Kyle, Hazel et Frank Spruce. Ils discutèrent de quelques points, sans prononcer un seul mot.
Frank Spruce demanda comment allait Bobby. Newt répondit qu'elle était encore en vie, personne n'en savait plus. Il se pouvait qu'elle ressorte du hangar, mais probablement pas. De toute façon, si ça se produisait, il le saurait. On parla brièvement de ce que Hank Buck avait fait la veille et de ce qu'il disait avoir entendu en provenance de l'autre monde. Personne ne regrettait vraiment feu Pitts Barfield, pas une lumière et une puanteur ambulante. Le crime commis appelait peut-être cette punition, même si elle semblait un peu trop radicale. Mais ça n'avait plus d'importance, c'était une affaire classée. Il n'était rien arrivé à Hank après ce qu'il avait fait. Il avait remis à Randy Kruger un chèque pour rembourser la vitrine et les articles aspirés par le trou que Hank avait découpé dans la réalité. Kruger avait appelé la banque à Bangor pour vérifier que le compte de Hank n'était pas à découvert et avait eu confirmation que le chèque serait payé et n'en avait pas demandé plus. Il ne pouvait pas faire grand-chose contre Hank, même s'il le voulait. L'unique cellule de prison du village se trouvait dans le sous-sol de l'hôtel de ville, une pièce de réserve reconvertie où Ruth avait gardé quelques ivrognes du samedi soir, et elle n'aurait pas retenu Hank plus de 10 minutes. Un gamin un peu costaud de 14 ans aurait pu en sortir, et il ne pouvait guère envoyer Hank à la prison du comté. Les accusations portées contre lui sembleraient plutôt curieuses. Il n'avait qu'une alternative, le laisser tranquille ou l'envoyer sur Altaïr 4. Par chance, il pouvait scruter l'esprit de Hank et juger ses motivations. Ils virent que sa colère et sa confusion mentale décroissaient, comme chez tous les autres habitants du village. Il était incapable d'un nouvel acte violent. Ils se contentèrent donc de lui prendre sa radio transformée, de lui demander de ne pas en fabriquer une autre, et passèrent à ce qui les intéressait davantage, la voix qu'ils prétendaient avoir entendue. Selon Frank Spruce, c'était bien David Brown. Est-ce que quelqu'un en doutait? Non, personne. Donc David Brown était sur Altaïr 4. Personne ne savait précisément où était Altaïr 4, ni ce que c'était, et il ne s'en souciait pas vraiment. Le nom lui-même venait d'un vieux film et ne signifiait rien de plus que celui de Tommy Knocker, emprunté à une vieille berceuse. L'important, même si ça ne l'était pas tant que ça finalement, c'était qu'Altaïr 4 constituait une sorte de hangar cosmique, un lieu où toutes sortes de choses étaient stockées. Hank y avait envoyé Pitts, mais il avait d'abord fait subir à ce vieux fils de pute puant on ne savait quel foutu processus de désintégration. Ça n'avait apparemment pas été le cas pour David Brown. Long silence songeur. Oui, probablement. Ces mots ne pouvaient être attribués à personne en particulier. C'était une pensée de groupe, comme dans un essaim, complète en elle-même. Mais pourquoi s'en faire? Ils se regardèrent sans émotion. Ils pouvaient éprouver des émotions, mais pas à propos de questions aussi mineures que celle-ci. Bah, il faudrait le ramener, dit Hazel avec indifférence. Ça ferait plaisir à Briand et à Marie. Et Ruth, c'est ce qu'elle aurait voulu. Et nous l'aimions tous, vous le savez. Ses pensées avaient le ton d'une femme qui suggère à une amie d'acheter une glace à son fils pour le remercier d'être gentil. Non, dit Hadley, et ils se tournèrent tous vers lui. C'était la première fois qu'il entrait dans leur conversation. Il prit un air gêné, mais continua. Tous les journaux et toutes les chaînes de télévision arriveraient pour raconter l'histoire du retour miracle. Il pense qu'il est mort, puisqu'il n'avait que 4 ans, et il y a maintenant 2 semaines qu'il a disparu. S'il revient, ça fera trop de foin. Ils approuvèrent. Et qu'est-ce qu'il dirait? Intervint Newt. Quand on lui demanderait où il était, qu'est-ce qu'il dirait? On pourrait effacer sa mémoire, dit Hazel. Ça ne poserait aucun problème, et les journalistes trouveraient parfaitement naturel qu'en de telles circonstances, il souffre d'amnésie. Oui, mais ce n'est pas le problème. C'était à nouveau toutes les voix en une. Elles s'assemblaient en une étrange combinaison de mots et d'images pour définir le problème. Maintenant, les choses étaient allées trop loin pour que qui que ce soit puisse être admis au village, sauf les conducteurs qui le traversaient sans y prendre garde, et même. La plupart pouvaient être découragés par des barrières de prétendus travaux et des déviations, et les gens de Haven ne voulaient à aucun prix d'un troupeau de reporters avec leurs caméras. Le clocher ne se verrait pas sur la pellicule, c'était une diapositive mentale, rien de plus qu'une hallucination. Non, il valait mieux laisser David Brown où il était. Il ne risquait rien pour le moment. Il ne savait pas grand-chose d'Altaïr 4, mais il savait que le temps ne s'y déroulait pas à la même vitesse qu'ici. Sur Altaïr 4, il ne s'était pas écoulé plus d'1 an depuis que la Terre avait été crachée par le Soleil. Alors David Brown venait à peine d'y arriver. Bien sûr, il se pouvait qu'il meure. D'étranges microbes pouvaient envahir son système. D'étranges rats d'entrepôt pouvaient le gober. Il pouvait même mourir du choc de son transfert. Mais probablement pas. Et s'il mourait, ça n'avait vraiment pas beaucoup d'importance. Moi, j'ai l'impression que le gamin pourrait nous être utile, dit Kyle. Ben, comment? Comme diversion.
Qu'est-ce que tu veux dire » Kyle ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire. Il avait seulement l'impression que si les projecteurs devaient à nouveau se braquer sur Haven, à la façon dont Ruth avait tenté de les attirer sur le village avec ses foutues poupées explosives, qui avaient beaucoup mieux marché qu'elle n'était censée le faire, peut-être qu'il pourrait ramener David Brown et le déposer ailleurs. Si l'on s'y prenait correctement, ça pourrait laisser plus de temps ici. Le temps posait toujours un problème, le temps d'évoluer. Kyle n'exprimait pas ses idées de façon cohérente, mais les autres hochaient la tête au fur et à mesure que se déroulaient ses pensées. Ce serait une bonne chose de garder David Brown en coulisses, pour ainsi dire, pendant quelque temps encore. Mais il ne faut pas que Marie le sache, elle n'a pas encore évolué suffisamment. Il faut le lui cacher encore un peu. Tous les 6 regardèrent autour d'eux, les yeux écarquillés. Cette voix faible mais claire n'appartenait à aucun d'eux. C'était celle de Bobby Anderson. « Bobby !» cria Hazel en se levant à moitié de son siège. « Bobby, est-ce que tu vas bien ? Comment ça va ?» Pas de réponse. Bobby était parti. Il ne restait même pas une sensation de sa présence dans l'air. Ils se regardèrent prudemment, vérifiant l'impression des autres concernant cette pensée, confirmant que c'était bien Bobby. Chacun savait que, seul, sans possibilité de confirmation, il aurait écarté cette incroyable possibilité comme une puissante hallucination. « Mais comment pouvons-nous le cacher à Marie » demanda Dick Allison, presque en colère. « On ne peut rien cacher à personne. »« Si, répliqua Newt, nous pouvons. Nous ne sommes pas encore très au point, mais nous pouvons diminuer un peu l'intensité des émissions de notre pensée, la rendre difficile à saisir, parce que nous sommes allés là-bas, dans le hangar de Bobby. Nous avons mis les écouteurs dans le hangar de Bobby, et mangez pour évoluer. Prenez et mangez en souvenir de moi. » Ils soupirèrent doucement. « Il faut que nous y retournions, dit Hadley McKean. Non ? » ?»« Oui, dit Kyle, nous allons le faire. » Ce furent les seules paroles prononcées à haute voix durant toute la réunion, et elles en marquèrent la fin. Mardi 3 août. Andy Bozeman, l'unique agent immobilier de Haven jusqu'au jour, 3 semaines auparavant, où il avait fermé son bureau, avait découvert qu'on s'habituait très vite à lire dans les pensées. Il ne s'était pas bien rendu compte de la vitesse à laquelle il avait acquis cette faculté, ni du degré auquel il en dépendait, jusqu'à ce que son tour vienne de se rendre chez Bobby pour aider à surveiller le poivreau. Depuis qu'il avait parlé à Anders et au gosse Trémin, il savait que cela lui poserait un problème. Le problème était en partie de devoir rester si près du vaisseau. Ça revenait à côtoyer le plus grand générateur du monde. Tourbillon et courant de cette force étrange parcouraient constamment sa peau, comme le glapissement de tous les djinns. Parfois, de grandes idées flottaient dans sa tête, l'empêchant totalement de se concentrer sur ce qu'il faisait. Parfois, c'était juste le contraire. Sa pensée se fragmentait complètement, comme un flux de micro-ondes interrompu par une explosion de rayons ultraviolets. Mais l'essentiel du problème, c'était la présence physique du vaisseau qui se dressait, menaçant, comme s'il sortait d'un rêve. C'était enthousiasmant, effrayant, impressionnant, merveilleux. Bozeman comprenait maintenant ce qu'avaient dû ressentir les Hébreux en transportant l'arche d'alliance à travers le désert. Dans l'un de ses sermons, le révérend Goringer avait raconté qu'un type s'était aventuré à y passer la tête, juste pour voir ce qui causait tant de bruit et qu'il était mort sur le coup. Parce que Dieu se trouvait à l'intérieur. Il y avait peut-être aussi une sorte de Dieu dans ce vaisseau, se disait Andy. Et même si ce Dieu s'était échappé, il avait laissé des vestiges, un peu de lui, et Andy avait du mal à se concentrer sur son travail avec toutes ses idées en tête. Et puis le vide que constituait Gardner le troublait. On n'arrêtait pas de se heurter à lui comme à une porte fermée qui aurait dû être ouverte. Andy lui demandait en hurlant dans sa tête de lui passer quelques outils, et il continuait son petit boulot comme si de rien n'était. Il ne répondait pas, tout simplement. Ou bien Andy se branchait sur lui pour entrer dans ses pensées en quelque sorte, comme on décroche le second poste d'un téléphone pour savoir avec qui l'autre parle, et il n'y a personne. Personne, rien d'autre que la tonalité. L'interphone sonna. Il était cloué à l'intérieur de l'abri et un fil en sortait qui courait sur le sol boueux et descendait dans la tranchée d'où émergeait le vaisseau. Bozeman appuya sur la touche « Parlez ». « Je suis là », dit-il. « La charge est posée », dit Gardner. « Remonte-moi ». Il avait une voix très, très fatiguée. La nuit dernière, il s'était laissé aller à une bonne saoulerie campagnarde, à en juger par les bruits de vomissements que Bozeman avait entendus vers minuit. Et quand il avait jeté un coup d'œil dans la chambre de Gardner le matin, il avait vu du sang sur son oreiller. « Oui, tout de suite », répondit-il. L'épisode Anders leur avait appris à tous que lorsque Gardner demandait qu'on le remonte, il n'y avait pas de temps à perdre.
Il se dirigea vers le treuil et commença à tourner la manivelle. C'était une vraie chierie d'avoir à faire ça à la main, mais on manquait à nouveau de piles. Encore une semaine, et tout marcherait ici comme sur des roulettes, sauf que Bosman doutait d'être là pour le voir. La proximité immédiate du vaisseau l'épuisait. La proximité immédiate de Gardner l'épuisait d'une autre manière. C'était comme se trouver du mauvais côté d'un pistolet armé à la détente très sensible. La façon dont ce salaud avait frappé le pauvre John Anders, et c'était seulement parce que Gardner opposait un vide aussi irritant que John ne l'avait pas vu venir. De temps à autre, une bulle de pensée, partielle ou complète, remontait à la surface de son esprit, aussi clairement lisible qu'un titre de journal, mais c'était tout. Peut-être qu'Anders ne l'avait pas volé. Bosman se disait que lui non plus n'adorerait pas rester coincé au fond d'une tranchée avec une de ces radios explosives, mais ça n'avait rien à voir avec le problème. Le problème, c'était que Johnny ne l'avait pas vu venir. Gardner pouvait faire n'importe quoi, à n'importe quel moment, et personne ne pourrait l'arrêter parce que personne ne l'aurait senti venir. Andy Bosman souhaita presque que Bobby meure pour qu'il puisse se débarrasser de lui. Ce serait plus dur si seuls les gens de Haven travaillaient sur le chantier, c'est vrai, ça les ralentirait, mais ça en vaudrait presque la peine. Cette façon de surprendre les gens était tellement déroutante. Ce matin, par exemple, à la pause café, Bosman était assis sur une souche en train de manger un de ses petits sandwichs, biscuits secs et beurre de cacahuète, en buvant le café glacé de sa thermos. Il avait toujours préféré le café brûlant au café froid, même par temps chaud, mais depuis qu'il avait perdu ses dents, les boissons très chaudes le gênaient. Gardner était assis sur une vieille toile goudronnée, les jambes croisées comme un yogi, et il mangeait une pomme arrosée d'une bière. Bosman n'arrivait pas à comprendre comment quiconque pouvait manger une pomme et boire une bière en même temps, surtout le matin, mais Gardner le faisait. D'où il était, Bosman voyait la cicatrice de 3 centimètres au-dessus du sourcil gauche de Gardner. La plaque de métal devait se trouver dessous. Gardner avait tourné la tête et surpris Bosman qui l'observait. Bosman avait rougi, se demandant si Gardner allait se mettre à crier et à tempêter, s'il n'allait pas bondir sur lui et essayer de lui envoyer une châtaigne, comme il l'avait fait à Johnny Anders. S'il essaye, se dit Bosman en serrant les poings, il va se rendre compte qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Mais Garde s'était mis à parler d'une voix claire et qui portait loin, non sans un petit sourire cynique au coin de la bouche. Au bout d'un moment, Bosman avait compris qu'il ne parlait pas, mais qu'il récitait quelque chose. Ce type était assis là, dans les bois, les jambes en tailleur, sur une vieille toile goudronnée, encore embaumée par sa cuite, le corps luisant du vaisseau enterré renvoyant en rides mouvantes des reflets sur ses joues, et il récitait comme un écolier. Ce type était complètement taré. Bosman le dirait à tout le monde, il aurait tant voulu que Gardner fût mort. Tom abandonna le pinceau avec un air de regret sur le visage, mais beaucoup d'empressement au cœur, dit Gardner, les yeux mi-clos, le visage tourné vers le chaud soleil du matin, sans que le petit sourire ne quitte jamais ses lèvres. Et tandis que l'ex-vapeur Grand Missouri peinait et suait en plein soleil, l'artiste à la retraite, assis à l'ombre sur une barrique, les jambes ballantes, grignotait sa pomme tout en méditant le massacre d'autres innocents. « Qu'est-ce que... » commença Andy. Mais Gardner, dont le rictus s'élargissait maintenant en un véritable, mais non moins cynique, sourire, l'interrompit. Les victimes ne manquaient pas. D'autres garçons arrivaient sans cesse, d'abord dans l'intention de se gausser du peintre, puis ils restaient pour badigeonner la clôture. Avant que Ben en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fisher, moyennant un cerf-volant en bon état de réparation. Après Billy Fisher, Johnny Miller se mit à adjuger la place moyennant un rat-mort et une ficelle pour le balancer. Gardner termina sa bière, rota et s'étira. « Tu ne m'as jamais apporté un rat-mort avec une ficelle pour le balancer, mais tu m'as apporté un interphone, Bosie. C'est un début, non ?»« Je ne comprends pas, » dit lentement Bosman. Il n'avait fréquenté l'université que 2 ans pour étudier l'économie et la gestion avant de devoir travailler. Son père était cardiaque et souffrait d'hypertension artérielle. Les intellectuels rendaient Andy nerveux et irritable, comme si crâner devant les gens ordinaires en citant de mémoire un truc écrit par un type mort depuis des années faisait que leur merde sentait moins mauvais que celle des autres. « Oh, c'est rien, dit Gardner. C'est tiré du chapitre 2 de Tom Sawyer. Quand Bobby était gosse, à Utica, en 5e, on avait organisé une compétition de récitation pour la fête. Elle ne voulait pas concourir, mais sa sœur Anne avait décidé qu'il le fallait, que ce serait bon pour elle, ou je ne sais quoi. Et quand sa sœur Anne décidait quelque chose, c'était décidé, tu peux me croire. À cette époque, Anne était une vraie mégère. Et elle est toujours une vraie mégère, du moins à ce que je sais.
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et c'est comme ça, tralala, que j'aime ça. Mais je crois qu'on peut dire qu'elle est toujours égale à elle-même. Les gens comme elle changent rarement. M'appelle pas Bosie, dit Andy, qui espérait avoir l'air plus dangereux qu'il ne s'en sentait la capacité. J'aime pas ça. Quand Bobby est arrivée dans ma classe en première année de fac, elle a raconté dans un devoir comment elle était restée paralysée en essayant de réciter Tom Sawyer. Ça m'a vraiment fait craquer. Gardner se leva et s'avança vers Andy, mouvement dont l'ancien agent immobilier s'inquiéta violemment. Et je l'ai vue après le cours, continua Garde, et je lui ai demandé si elle se souvenait encore de l'épisode où Tom doit badigeonner la clôture à la chaux. Elle s'en souvenait, je n'en fus pas surpris. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais, comme le jour où votre sœur ou votre mère vous a propulsé dans une scène d'horreur. La fête de l'école, par exemple. Vous avez peut-être oublié votre texte devant tous ces gens, mais vous pourriez le réciter sur votre lit de mort. Oh, écoute, dit Andy, on devrait reprendre le travail. Je l'ai écouté me réciter les 4 premières phrases, reprit Gardner, et puis je me suis joint à elle. Sa mâchoire inférieure est presque tombée jusqu'à ses genoux, et puis elle a souri, et nous avons fini le texte ensemble, mot pour mot. Ce n'était pas si étrange, nous étions tous deux des enfants timides, Bobby et moi. Sa sœur était le dragon posté devant sa caverne, et ma mère était le dragon posté devant la mienne. Les gens comme ça ont souvent l'idée très curieuse qu'on guérit la timidité d'un enfant en le plaçant dans la situation qu'il redoute le plus, la fête de l'école par exemple. Ce n'était même pas vraiment une coïncidence que nous ayons tous deux retenu ce passage par cœur. Le seul autre texte de circonstance était Le cœur révélateur d'Edgar Poe. Gardner prit son souffle et déclama. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps, j'avoue la chose. Arrachez ces planches, c'est là, c'est le battement de son affreux cœur. Andy avait émis un petit gémissement. Il laissa tomber sa thermos et une demi-tasse de café froid tacha son pantalon. Oh là là, Bosie, dit Gardner sur le ton de la conversation, tu n'arriveras jamais à enlever une tache pareille de ce pantalon en pur polyester. La seule différence entre nous deux, c'est que moi, je ne suis pas resté paralysé, continua-t-il. En fait, j'ai gagné le second prix. Mais ça ne m'a pas guéri de ma terreur de parler en public, ça n'a fait que l'aggraver. À chaque fois que je monte sur une scène pour lire des poèmes, je regarde tous ces yeux affamés, et je pense à la clôture qu'il fallait badigeonner. Et je pense à Bobby. Parfois, ça suffit à me mettre sur les rails. En tout cas, ça a fait de nous des amis. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le travail, cria Andy d'une voix de fausset qui n'était pas du tout la sienne. Mais son cœur avait battu trop vite. Pendant un instant, quand Gardner s'était mis à déclamer, il avait vraiment cru que celui-ci était devenu fou. « Tu ne vois pas ce que ça a à voir avec le fait de badigeonner une clôture ?» demanda Gardner en riant. « Bah alors, tu dois être aveugle, Bosie !» Il montra le vaisseau qui jaillissait de la large tranchée vers le ciel, selon un angle parfait de 45 degrés. On déterre au lieu de badigeonner, mais ça ne change pas le principe le moins du monde. J'ai épuisé Bobby Trémin et John Enders, et si tu es en état de revenir demain, je mange tes pantoufles. Ce qu'il y a, c'est que je ne gagne jamais aucun prix pour mes exploits. Tu diras à celui qui viendra demain que je veux un rat-mort et une ficelle pour le balancer, Bosie, pour le moins. Gardner s'était arrêté à mi-chemin de la tranchée. Il se retourna vers Andy. Jamais le fait de ne pouvoir lire dans les pensées de ce grand type aux épaules tombantes et au visage indistinct et curieusement brisé n'avait semblé plus inconfortable à Bozeman. « Mieux encore, Bosie, dit Gardner d'une voix si basse qu'Andy l'entendit à peine. Demain, que Bobby revienne. Je voudrais savoir si la nouvelle Bobby améliorée se souvient encore de la clôture qu'il fallait badigeonner dans Tom Sawyer. » Puis, sans ajouter un mot, il s'était approché de la corde et avait attendu qu'Andy le fasse descendre. Si tout ça n'était pas calculé pour surprendre, alors Andy ne savait pas comment qualifier cette attitude. Et en plus, se disait-il, en tournant la manivelle, c'était après la première bière de la journée. Il va en ingurgiter 5 ou 6 de plus au déjeuner, et il deviendra complètement fou. Gardner remontait maintenant. Il se balançait au-dessus de la tranchée, et Andy eut une furieuse envie de lâcher la manivelle. Ça résoudrait le problème. Sauf qu'il ne pouvait pas faire ça. Gardner appartenait à Bobby Anderson, et en attendant que Bobby meure ou sorte du hangar, il fallait que les choses continuent plus ou moins telles quelles. « Allez, Bosie, certaines des pierres volent très loin. » Il se dirigea vers la remise, et Andy le suivit précipitamment. « Je t'ai dit que je n'aime pas qu'on m'appelle Bosie, dit-il. »« Je sais, dit Gardner, en lui décochant un regard étonnamment inexpressif. Ils contournèrent la remise. 3 minutes plus tard, un autre de ces rugissements puissants et sourds retentissait en vibrant hors de la tranchée.
Un geyser de pierre s'éleva dans le ciel et retomba, ricochant sur la coque du vaisseau avec des clangs et des clongs mat. « Bon, allons !» commença Bosman. Gardener lui saisit le bras. Il penchait la tête, le visage attentif, les yeux vifs et sombres. « Chut !»« Bah, qu'est-ce qui te prend ?» dit Andy en dégageant son bras. « Bah, t'entends pas ?» demanda Garde. « Bah, j'entends... » Puis il entendit une sorte de sifflement, comme celui d'une bouilloire géante qui sortait de la tranchée. Il s'enflait. Une folle excitation s'empara soudain d'Andy, mêlée d'une bonne dose de terreur. « C'est eux !» murmura-t-il, en tournant vers Garde des yeux de la taille de boutons de porte et des lèvres tremblantes d'où s'écoulaient des gouttes de salive. « Ils n'étaient pas morts, et on les a réveillés, ils sont en train de sortir !»« Ouais, Jésus arrive et il est complètement bourré !» remarqua Gardener, fort peu impressionné. Le sifflement s'intensifiait. S'y ajouta soudain un bruit d'écrasement, non pas une explosion, mais le bruit d'un corps lourd qui s'effondre. Un instant plus tard, c'est un autre corps qui s'effondra, Andy. Toute force quitta ses jambes et il tomba à genoux. « C'est eux ! C'est eux !» bafouilla-t-il. Gardener glissa la main sous le bras de l'homme, grimaça un peu en sentant l'humidité brûlante et poisseuse, et le remit sur ses pieds. « Ce ne sont pas les Tommy Knockers, dit-il, c'est de l'eau. »« Quoi ?» souffla Bosman, dont le regard trahissait une totale incompréhension. « De l'eau !» cria Gardener en secouant brutalement Bosman. « Nous venons de trouver notre piscine, Bosy. » Le sifflement explosa soudain en un ronronnement doux et régulier. L'eau jaillit de la tranchée vers le ciel comme une tenture liquide. Ce n'était pas une colonne d'eau. On aurait dit qu'un enfant géant s'amusait à presser son doigt sur un robinet géant pour voir l'eau gicler à l'horizontale dans toutes les directions. C'est ainsi que l'eau jaillissait des nombreuses fissures au fond de la tranchée. « De l'eau ?» demanda Andy d'une voix faible. Il n'arrivait pas à se le mettre dans la tête. Gardener ne répondit pas. Des arcs-en-ciel dansaient dans l'eau. L'eau coulait en rigole sur la coque lisse, laissant des chapelets de gouttes derrière elle. Et pendant qu'il regardait ces gouttes, il les vit crépiter comme si elles étaient projetées sur de l'huile bouillante dans une poêle. Mais elles ne sautaient pas au hasard. Elles s'organisaient selon des lignes de force qui encerclaient le vaisseau, comme les lignes de longitude sur un globe terrestre. « Je la vois, se dit Gardener. Je vois la force qui irradie la peau du vaisseau. Oh mon Dieu !» Il y eut un autre craquement. Gardener eut l'impression que le sol s'effondrait un peu sous ses pieds. Au fond de la tranchée, la pression de l'eau terminait le travail entamé par l'explosif. Elle agrandissait les fissures et les trous en entraînant la roche friable. L'eau s'échappa en plus grande quantité et plus facilement. Le rideau liquide retomba. Un dernier arc-en-ciel diffus oscilla dans l'air avant de disparaître. Gardener vit le vaisseau bouger quand céda la gangue de roches qui l'avait si longtemps retenu prisonnier. Il bougea si peu que ça aurait pu être l'imagination de Garde qui lui jouait des tours, mais ce n'était pas le cas. En ce bref instant, il vit comment le vaisseau pourrait sortir du sol. Il vit son ombre ondulant lentement sur le sol alors qu'il s'élevait. Il entendit le gémissement sinistre de la coque frottant sur les saillies du lit rocheux. Il sentit tous les habitants de Haven regarder dans cette direction, tandis que le vaisseau s'élevait dans le ciel, brûlant et luisant, monstrueuse pièce argentée, basculant lentement à l'horizontale pour la première fois depuis des millénaires, flottant sans bruit dans le ciel, flottant, libre. Il le voulait, Seigneur, bien ou mal, c'était ce qu'il voulait de toutes ses forces. Gardener secoua vigoureusement la tête, comme pour en chasser le brouillard. « Bon, allez, dit-il, on va jeter un coup d'œil. » Sans attendre, il gagna à la tranchée et regarda en contrebas. Il entendit bien l'eau qui jaillissait toujours, mais il avait du mal à la voir. Il fixa à la corde rattachée au treuil une des grosses torches qu'il utilisait pour le travail de nuit, et la fit descendre d'environ 3 mètres. Ça suffisait. S'il l'avait descendue 3 mètres de plus, elle aurait plongé sous l'eau. Ils avaient libéré un lac. Sans blague, la tranchée se remplissait très vite. Au bout d'un moment, Andy le rejoignit, le visage défait. « Oh là là, tout ce travail !» gémit-il. « Tu as pris ton attirail de plongée, Bosy ? On pourra nager gratis, je dis, ou vent. »« Oh, ta gueule !» s'écria Andy Bosman. « Ta gueule, je te déteste !» Gardener craqua. Il tituba jusqu'à une souche et s'assit, se demandant si ce foutu vaisseau était resté dans l'eau toutes ces années, se demandant quel était, sur le marché, le prix d'une soucoupe volante ayant subi des dégâts des eaux. Il se mit à rire. Même quand Andy Bosman s'approcha de lui et lui donna un coup de poing au visage, qui le projeta au sol, Jim Gardener ne put s'arrêter de rire. Jeudi 4 août. Quand, à 9h moins le quart, Gardener constata que personne n'était encore arrivé, il se demanda s'il l'abandonnait.
Il caressait cette idée en se balançant dans le fauteuil à bascule de Bobby, sous le porche, tâtant sa joue tuméfiée par le cou de Bosman. Un groupe était à nouveau venu, après minuit, dans la Cadillac d'Archimbourg, presque les mêmes que d'habitude. Encore une de leurs fêtes nocturnes du hangar. Gardner s'était soulevé sur un coude et les avait regardés par la fenêtre de la chambre d'amis, se demandant qui avait apporté les petits gâteaux. On ne voyait que des ombres groupées autour du long capot du coupé. Ils restèrent là un moment, puis gagnèrent le hangar. Quand ils ouvrirent la porte, la lumière, d'une intensité cruelle, jaillit en un flot qui éclaira toute la cour et la chambre où ils se trouvaient, d'une lueur maladive de cadrans phosphorescents. Ils entrèrent. La lueur se réduisit à une large bande verticale, mais ne disparut pas totalement. Ils avaient laissé la porte entr'ouverte. Ces types, d'un petit village merdique du Maine, étaient maintenant les gens les plus intelligents sur Terre, mais apparemment ils n'avaient même pas trouvé comment condamner une porte de l'extérieur, ni comment la fermer de l'intérieur. Maintenant, assis sous le porche, en regardant vers le village, Gardner se disait « Peut-être que quand ils entrent là-dedans, ils sont tellement exaltés qu'ils ne pensent plus à des questions aussi triviales que la fermeture des portes. » Il se protégea les yeux de la main. Un camion approchait. Un gros camion d'un modèle ancien qu'il avait vu quelque part. Une toile de bâche recouvrait quelque chose à l'arrière. Elle battait dans le vent. Gardner savait qu'il allait tourner dans le chemin de Bobby. Il n'avait pas renoncé, bien sûr. Tard, la nuit dernière, je me suis réveillé, dans le lit de la chambre d'amis, et j'ai vu ces gens qui rentraient dans le hangar des Atomic Knockers. J'aurais pu y passer la tête, mais je n'ai pas osé, parce que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans le hangar. Il se dit que les juges du concours des jeunes poètes de Yale ne tiendraient pas son poème en grande estime. Mais, songea-t-il, c'est là qu'en est Jim Gardner maintenant. Peut-être que plus tard, ils appelleront ça ma phase Atomic Knockers, ou ma période hangar. Le conducteur du camion rétrograda et l'engin entra en grondant dans la cour de Bobby. Le moteur s'éteignit dans un sifflement. L'homme en débardeur qui en descendit était celui qui avait pris garde en stop jusqu'à l'entrée de la commune de Haven le 4 juillet. Il le reconnut aussitôt. « Du café, se dit-il. Oui, tu m'as donné du café bien sucré, et c'était bon. » Il semblait sorti d'un roman de James Dickey sur ces gars de la ville qui partent descendre le Kaolawasi en canoë. Gardner ne pensait pourtant pas que l'homme était de Haven. Est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il habitait Albion ? Ça s'étend, constata-t-il. Pourquoi pas ? C'est comme des retombées, non ? Et Albion est sous le vent. Salut, dit le conducteur du camion. J'imagine que tu te souviens pas de moi. Te fous pas de moi, mon vieux, disait le ton de sa voix. Oh, je crois bien que si, dit Garde. Et le nom de l'homme s'épanouit comme par magie dans son esprit. Même après tout ce qui s'était passé, un simple mois qui semblait avoir duré 10 ans, après tous ces événements étranges. Freeman Moss. Tu m'as pris en stop, je venais voir Bobby, mais je crois que tu le sais. Ouais, répondit l'homme. Moss se dirigea vers l'arrière du camion et entreprit de défaire les nœuds de la corde retenant la bâche. Tu peux m'aider ? Demanda-t-il. Gardner descendit les marches du perron, puis s'arrêta, un petit sourire aux lèvres. D'abord Trémin, puis Anders, puis Bosman, avec son pauvre pantalon de polyester jaune pâle. Bien sûr, dit Garde, mais dis-moi. Moss en avait fini avec les cordes. Il reva la bâche et Gardner aperçut à peu près ce qu'il s'attendait à découvrir. Un curieux agglomérat d'équipements hétéroclites. Réservoirs, tuyaux, 3 batteries de voitures fixées à une planche, une nouvelle pompe améliorée. « Ouais, dit Moss, si je peux. Est-ce que tu m'as apporté un rat-mort et une corde pour le balancer ?» demanda Gardner avec un sourire sans joie.